Donc, comme Égalité Réconciliation est la puissance invitante, nous allons inviter M. Escada à parler le premier, conformément aux règles de la bienséance française. Hein. Alain, si tu veux commencer, c'est avec plaisir que je te laisse la parole. Merci. Alors bien sûr, merci à Alain Soral de m'avoir convié à parler à ses côtés. Merci à la section Égalité et Réconciliation de Lille d'avoir organisé cet événement. Le thème est évidemment particulièrement cher au cœur de Civitas, dont je suis le président et que je représente ici. Nous vivons, c'est une évidence, dans un monde complètement déraciné, dont toutes les soi-disant élites, qu'elles soient religieuses, politiques, philosophiques, les écrivains, les journalistes, les industriels, tous tentent de contribuer à ce que ce déracinement s'entretient, se développe, s'accentue. Nous vivons dans un monde, dans une époque où il n'y a plus de place, selon ces pseudo-élites, ni pour Dieu, ni pour la famille, ni pour la patrie. Nous vivons dans un monde où, selon ceux qui dirigent le monde, c'est une preuve de bêtise de croire en Dieu. Mais il faut croire en Charlie. Il faut croire en les dogmes de la République maçonnique. Il faut croire en la vérité historique qu'ils ont codifiée, définie, instituée. Il faut croire en ce que sont les valeurs qu'ils ont instaurées et qui seraient celles auxquelles nous devrions tous nous plier. Et ces valeurs, ce sont celles justement de ce nomadisme, de ce déracinement qui doit servir à l'instauration d'un nouvel ordre mondial. Ces mêmes maîtres du monde, cela va sans dire, ne veulent pas de famille. Ils sont désireux que dans nos écoles, il n'y ait plus de crucifix, plus de référence à la religion. Mais s'il n'y a plus de crucifix dans les classes de nos écoles, il y a des cours d'éducation sexuelle dans les écoles, et le dernier outil pédagogique qui va être institué à la rentrée, c'est le clitoris en plastique. Ça manquait. Ça c'est ce que Nayat Vallaud-Belkacem et ses compères considèrent comme la mission de l'instruction publique, de l'éducation nationale, façon républicaine. C'est expliquer à des gosses ce qu'est la sodomie. C'est expliquer que tous les comportements sexuels se valent. C'est banaliser l'homosexualité. Et puis demain quoi? Et puis demain, puisque tout se vaut, la zoophilie, la pédophilie. À partir du moment où on nous dit que les normes doivent disparaître, à partir du moment où on nous dit que tout est une question de liberté et que, en somme, chacun doit être libre de choisir son comportement sexuel, qu'il n'y a rien qui serait contre nature. En somme, le pédophile, il est le représentant d'une orientation sexuelle parmi d'autres pour ces gens-là. Et c'est loin d'être absurde. Marion Sigaud a expliqué il y a quelques jours, et je suppose que vous avez quasiment tous vu sa vidéo, comment on nous prépare une nouvelle tyrannie parmi d'autres, celle de la Déclaration internationale des droits sexuels.
Qu'est-ce que ça signifie? Entre autres que dans des organismes internationaux, onusiens ou à l'UNICEF, des gens qui soi-disant pensent à notre bien sont en train d'imposer aux États membres de l'ONU qu'on enseigne que la pédosexualité est une matière qui doit être mise en avant par le corps enseignant. La pédosexualité, c'est quoi? C'est tout simplement la tentative de légitimer la pédophilie. La pédosexualité, c'est prétendre que les enfants ont droit à une sexualité. Qu'en fait, la société familiale aurait instauré des normes conservatrices, sans quoi ces enfants, tout naturellement, réclameraient leur droit à la sexualité. Et bien sûr, ces partisans de la pédosexualité considèrent surtout que ces enfants n'ont qu'une envie, c'est de connaître une sexualité avec des adultes, bien sûr. Façon Cohn-Bendit. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans, 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est ça le progrès. Et comme on va toujours plus loin, c'est aussi la mode de la pansexualité, avec son homonyme, l'omnisexualité. Les mêmes vous enseignent que si vous êtes hétérosexuel, vous êtes franchement ringard. Mais non seulement qu'en étant hétérosexuel, vous êtes ringard, mais que cette ringardise, elle doit être considérée comme une forme au minimum d'homophobie, voire même de transphobie. Et que donc, ce qui serait bien, c'est que chacun se déclare pansexuel ou omnisexuel, c'est-à-dire ouvert à toutes les sexualités, avec les hommes, avec les femmes, avec les transgenres, avec les chèvres, avec les robots, puisque demain on va aussi vers le transhumanisme, y compris sexuel. Tout ça, c'est le progrès. Dans un monde qui ne veut plus ni de Dieu, ni de famille, ni de patrie. Parce que les mêmes maîtres du monde ne veulent pas non plus de patrie, bien sûr. Souvenez-vous que en 1970, dans un grand mensuel économique, Edmond de Rothschild disait que la nation, c'est le dernier verrou qui doit sauter. Alors, la patrie qui répugne à ces gens-là, qui doit disparaître, la nation qui doit disparaître, eh bien, il y a plusieurs façons de contribuer à la faire disparaître. C'est la haine de soi. C'est inculquer une espèce de repentance permanente. C'est nous inculquer dès l'école et à travers les médias, à travers les cours d'histoire, à travers le cinéma, à travers les feuilletons télévisés, à travers les spectacles, à travers les expositions, qu'en fait, l'homme européen nage dans le sang, qu'il doit être en permanence en train de battre sa coulpe pour ce qu'ont fait ses ancêtres. C'est nous inculquer que nous devons désormais avoir des regards portés vers le bas parce que nos ancêtres seraient des gens ignobles. Ça, c'est une des façons de contribuer à cette disparition des patries, des nations, cette repentance. Puis il y a une autre forme, évidemment, c'est la nouvelle économie mondiale qui nous pousse sans cesse à devoir nous acclimater. On nous dit que désormais, l'emploi, ce sont les multinationales, et que les multinationales, elles doivent
dicter les règles de flexibilité, et que ces règles de flexibilité doivent passer par le fait de nous habituer aux délocalisations. Et donc, quand une entreprise propose une délocalisation, eh bien, dans un grand geste d'humanisme de sa part, de temps en temps, elle propose à ses employés de conserver leur boulot, mais à l'autre bout du monde, avec le salaire de là-bas. C'est pas génial? Soyez flexibles, ne soyez pas attachés à vos patries, à vos familles. Allez donc rejoindre l'usine qui est en Inde, au Pakistan, au Bangladesh, et vivez avec le salaire d'un habitant de là-bas, et perdez de cette façon-là toute possibilité de revenir un jour chez vous, parce que, quand même, pour faire sa carrière au Pakistan, au Bangladesh, en Inde, et ensuite avec le salaire de là-bas, ça coupe quand même beaucoup de possibilités de revenir un jour retrouver vos racines dans votre pays d'origine. Et puis il y a aussi cette autre forme destinée à supprimer les patries et supprimer les nations. C'est cette grande vague migratoire à laquelle nous assistons de plus en plus intensément. Alors, on nous dit, ces gens-là fuient la guerre, donc il faut les accueillir. Mais, d'abord, ces guerres, qui les a organisées? Ce chaos en Libye, en Syrie, en Irak, qui l'a organisé? Si ce ne sont ceux qui sont les maîtres du monde et leurs valets, les Juppé, les Sarkozy, les BHL, les Valls, les Hollande, sont en France ces valets du mondialisme qui ont participé à l'organisation du chaos dans ce Proche-Orient. Et ensuite, une fois le chaos instauré là-bas, on nous dit que maintenant, tout simplement, en toute logique, il faut accepter l'idée que des centaines de milliers de personnes vont prendre les bateaux et s'installer ici. Et on s'aperçoit très vite qu'en fait, tout est manipulation. Que ceux qui débarquent ici, en grande majorité, ne fuient pas la guerre, ne viennent pas des zones en guerre. Que ceux qui se prétendent syriens, dans leur grande majorité, ne sont pas syriens, mais achètent des faux papiers syriens qu'on leur vend, que des milieux bien intentionnés au service de ce mondialisme proposent pour accentuer ce grand mouvement d'invasion migratoire. On nous dit que ces gens-là vont travailler ici, mais on sait qu'il n'y a déjà plus de travail pour tous ceux qui vivent ici. Alors, comment penser qu'un Syrien, un faux Syrien, qu'un Afghan, qu'un Nigérien vont trouver de l'emploi ici, quand la plupart d'entre eux ne parlent pas la langue d'ici, n'ont pas de diplôme, ne répondent pas à une demande? Tout ça est évidemment orchestré, manipulé. Et on l'a vu encore avec les fuites de Wikileaks. Il y a quelques semaines, quantité de documents ont commencé à être rendus publics à propos de George Soros. C'est passionnant. Chaque semaine, on apprend qui est payé par George Soros ou par son Open Society, c'est l'une de ses multiples fondations. Et on s'aperçoit que cette immigration organisée
elle peut bénéficier de larges subventions de ce milliardaire cosmopolite. On s'aperçoit que si l'Église catholique conciliaire aujourd'hui est complètement éloignée des enseignements de l'Église pendant 2000 ans, c'est aussi en partie grâce à l'argent de George Soros. On s'aperçoit maintenant, grâce aux documents de Wikileaks, qu'il y a des évêques, des cardinaux, des associations dites catholiques qui reçoivent leurs enveloppes de l'Open Society pour adopter une nouvelle doctrine dite catholique, pour tout transformer de l'intérieur, pour tout subvertir de l'intérieur. Alors cette immigration qui est devenue un sujet prédominant dans le débat, on doit aussi oser l'analyser avec un regard historique, avec tous les éléments objectifs. Quand dans les années 70, cette haute finance cosmopolite, ce haut patronat a fait pression sur le monde politique pour obtenir de la main-d'œuvre immigrée qui serait payée moins cher que les Français. C'est ça la source de nos maux. Quand dans les années 70, tout ça a été mis en place, il n'y avait pas de députés, de sénateurs ou de ministres musulmans. Il y avait une haute finance apatride, vagabonde, cosmopolite, qui a imposé les lois de Mammon, les lois de l'argent au monde politique, et qui a fait venir une main-d'œuvre étrangère au détriment de l'emploi des Français. Et aujourd'hui, on a des déracinés de partout. Des immigrés qui sont arrivés, à qui on a initialement dit « vous aurez des contrats à durée déterminée », et puis qui ensuite plaisaient tellement à ce haut patronat vagabond et apatride qu'on leur a dit que leur contrat à durée déterminée serait indéterminé. Et puis on l'a aussi dit que ce serait le regroupement familial. Et puis maintenant on voudrait que le regroupement familial soit étendu plus largement. Et puis ensuite on s'aperçoit donc qu'on a des gens qui ici sont venus à cette époque en croyant qu'ils repartiraient un jour dans leur pays, et on leur a demandé somme toute de rester, pour simplement servir les intérêts de cette haute finance. Et ils sont finalement à la deuxième ou à la troisième génération souvent déracinés. Et puis on a cette quantité de Français qui, eux, ne trouvent plus d'emploi. Et on a simplement ces actionnaires des grandes sociétés qui se frottent les mains. Et la seule façon de répondre à tout cela, de répondre à cette quête des maîtres du monde à vouloir nous priver de Dieu, de nos familles et de nos patries, c'est le réenracinement. C'est de retrouver la foi de nos ancêtres, la terre de nos ancêtres, de retrouver le fil conducteur avec nos familles. La patrie, c'est la terre des pères. C'est ça le sens étymologique. Il faut avoir cela en tête, la terre des pères. Et il faut absolument avoir à cœur de remettre à l'honneur le patriotisme. De remettre à cœur le patriotisme pour chacun d'entre nous. Pour les Français de souche, cesser cette repentance. Retrouver à travers cette France catholique d'autrefois ce qui a fait la grandeur de la France. Quand cette France a été
Prosper a incarné à travers le monde un phare civilisationnel quand elle n'était pas vendue, quand sa souveraineté n'avait pas été vendue à des puissances étrangères, quand les dirigeants français n'allaient pas chercher leurs ordres ni aux États-Unis, ni en Israël, ni en Arabie Saoudite, ni au Qatar, quand notre patrimoine n'était pas vendu à des émirs. Mais le patriotisme, c'est aussi quelque chose qu'il faut inculquer à ceux qui sont d'origine immigrée, qui sont ici. Avec cette notion de terre des pères et ce choix qu'il faut faire. La vie est faite de choix. Est-ce que les personnes d'origine immigrée qui sont ici veulent être françaises ou veulent être fiers de la patrie de leurs ancêtres? Ce sont des choix qu'ils doivent faire. On ne peut pas vivre entre deux chaises. Quand on voit dans certaines banlieues des personnes d'origine étrangère aborder des t-shirts aux couleurs de l'Algérie, de la Turquie, du Maroc, que sais-je, il y a un choix à faire. Et si des personnes veulent retrouver leur patriotisme naturel en étant d'origine immigrée, il faut avoir cette réflexion. Est-ce que vos patries d'origine n'ont pas besoin de vous? Est-ce que le vrai patriotisme, le vrai enracinement, le vrai attachement à vos parents, à vos grands-parents, à vos arrière-grands-parents ne doit pas à un moment vous faire réfléchir au fait que c'est ce mondialisme, c'est cette haute finance apatride qui vous a fait venir ici ou qui a fait venir ici vos parents, vos grands-parents? Et est-ce qu'en fait, de la sorte, on n'a pas privé vos pays d'origine de leurs élites naturelles? Et est-ce que, en vous maintenant ici, on ne vous maintient pas encore en asservissement? Et est-ce qu'on ne maintient pas aussi vos pays d'origine dans une situation qui finalement la rend toujours dépendante des grandes puissances? Ce patriotisme, c'est une des pierres angulaires de l'enracinement. Une autre pierre angulaire de l'enracinement, c'est le retour à la terre, le retour à la campagne. On voit que de plus en plus de représentants des grandes banques internationales évoquent l'idée de la disparition de la monnaie papier pour mettre en place uniquement une monnaie virtuelle. Qu'est-ce que ça signifie? Que demain, si cela se met en place, Big Brother a gagné. Que Big Brother, la gouvernance mondiale, saura tout de vous. La moindre de vos dépenses, la moindre de vos rentrées financières, ce qu'il vous reste sur votre compte en banque, à quoi vous dépensez votre argent, ce que vous lisez, ce que sont vos commerçants préférés. Si vous pensez mal, si vous êtes client de contre-culture, tout cela apparaîtra sur votre relevé bancaire aux mains de Big Brother. Et puis en conclusion, si vous êtes gênant, si vous êtes un dissident actif, si vous êtes un résistant, en 2 clics, socialement vous êtes mort. En 2 clics, vous n'avez plus de compte en banque, vous n'avez plus d'économie, puisque tout est virtuel.
vous êtes mis à mort économiquement et socialement dans ce monde qu'on nous prépare. La disparition de la monnaie réelle, c'est la dernière touche à la tyrannie du gouvernement mondial. Alors, c'est d'autant plus un signal qui doit retentir dans nos têtes le temps qu'il nous reste avant que cela se mette en place pour réinvestir la France rurale, pour réinvestir les villages et pour tenter dans ces villages de remettre en place une autre économie que celle des multinationales, de remettre en valeur la paysannerie, l'artisanat, le petit commerce, la petite industrie, de remettre en place le réel, de remettre en place des corps intermédiaires, de développer aussi la possibilité dans ces villages de disposer d'un vrai bien, de ne pas être un locataire dans une grande ville, mais d'être un propriétaire dans un village, d'avoir son potager, de développer ces petites choses qui vous permettent de ne pas être esclave de ce mondialisme, de vous mettre un tant soit peu, vous et votre famille, à l'abri au moins des ressources indispensables pour vivre. Et si cette France rurale revivait, si cette paysannerie renaissait, ce petit commerce, cet artisanat, cette petite industrie, si des villages résistants, dissidents apparaissaient, si Astérix n'était plus simplement une bande dessinée, mais une réalité qui se développait à travers ce monde globalisé, à ce moment-là aussi, ce serait l'occasion de mettre en place une monnaie locale qui nous mettrait d'emblée à l'abri des desiderata de ces grandes banques au service du nouvel ordre mondial. Réinvestir dans la France rurale, c'est le meilleur moyen d'échapper à la gouvernance mondiale avec Jérusalem comme capitale, comme le veut Jacques Attali. Si nous réinvestissons en cette France rurale, si nous retrouvons ce qu'a été la vie de nos ancêtres, ce n'est pas un retour au passé, simplement. Ce n'est pas une démarche rétrograde de notre part. C'est un retour au réel, c'est tout autre. C'est un retour au fondement. La terre ne ment pas, disait un maréchal. Eh bien oui, ne le déplaise aux médias et aux mondialistes, c'est bien vrai, la terre ne ment pas. Le réel nous rattrape toujours. Alors, c'est important de se souvenir de cette époque où, pas si lointaine d'ailleurs, avant-guerre, mais c'était il y a quelques décennies à peine, et au regard de l'histoire de l'humanité, quelques décennies ce n'est rien. De cette époque où ces paysans de France, avant les récoltes, organisaient avec les prêtres des processions où les champs étaient bénis, où on s'arrêtait avant midi pour prononcer une prière, l'Angélus, au moment où les cloches retentissaient, parce que Dieu, patrie et famille ne faisaient qu'un tout naturellement. C'était ce moment où nous n'étions pas vendus, où nous n'étions pas esclaves, où nous n'étions pas manipulés, où nous étions dignes, où nous étions debout, où nous avions moins de confort, moins de matérialisme,
mais où nous avions l'essentiel. Et c'est vers cela qu'il faut nous réorienter à nouveau. Je ne cesse de dire ces jours-ci à quel point le catholicisme social a été un modèle qu'il faut remettre à l'honneur. Le catholicisme social, c'est une troisième voie entre le socialisme et le libéralisme. Le catholicisme social, c'est l'idée qu'à travers la doctrine catholique, en s'y référant au niveau de l'organisation sociétale, on peut retrouver ce lien naturel entre la vie économique, la vie sociale et la vie spirituelle. Et que dans un cadre comme celui-là, eh bien, on peut retrouver à travers des exemples historiques des gens qui ont montré que c'était possible. En France, vous avez eu, à une certaine époque, à la fin du 19e, au début du 20e siècle, des députés catholiques sociaux. Albert Demain, par exemple, qui ont été à l'initiative de toute une série de lois qui sont celles qui ont été considérées comme le vrai progrès social. Aujourd'hui, on croit que le progrès social, c'est le socialisme qui l'a garanti. Mais c'est une forme de révisionnisme. Si on analyse les travaux parlementaires de l'époque, on voit à quel point les catholiques sociaux étaient à l'avant-garde de la défense des ouvriers. Et à quel point ici, dans cette région lilloise, il y avait des patrons catholiques sociaux qui géraient leur entreprise avec un vrai souci d'être en harmonie avec leurs ouvriers. Le catholicisme social, à travers notamment le corporatisme, c'était l'idée que une corporation professionnelle faisait bloc, que dans une corporation professionnelle, l'ouvrier et le patron ont le même intérêt, qu'ils ont le même souci du bien commun, que le patron veille sur ses ouvriers, il ne les exploite pas, que l'ouvrier, conscient qu'il est respecté par son patron, a le souci du travail bien fait, qu'il sait qu'à travers une telle conception de la société, il n'est pas condamné à rester au bas de l'échelle. Le catholicisme social, ça a été l'amorce de toute une série de mise en place de cercles catholiques ouvriers où, quand des ouvriers français vivaient encore dans des taudis, une certaine aristocratie catholique sociale allait leur proposer de les sortir de leur misère, eux et leurs familles, pour leur offrir de bons et vrais repas, des vêtements, des logements, des jardins pour pouvoir se sortir de leur vision de l'usine quand ils n'avaient comme seul décor à la sortie de l'usine que des maisons dignes de bidonville ou des bistrots où s'alcoolisaient. Tout ce catholicisme social, on l'a oublié. Il a été mis au placard, il a été occulté, il a été caché parce que c'est le véritable ennemi de cette haute finance cosmopolite. Parce que le catholicisme social pointait du doigt les usuriers, les spéculateurs. Parce que le catholicisme social défendait la patrie et défendait les petits, sans être dans une logique d'empêcher des patrons catholiques sociaux de développer leurs entreprises. Mais tout cela à une échelle humaine, réelle. Aujourd'hui, les petites entreprises sont condamnées à être absorbées selon un système de poupées russes vers des multinationales qui empêchent ce rapport humain naturel entre les hommes.
Et je voudrais vous donner l'exemple, vous encourager à rechercher qui était Salazar. C'était le dirigeant du Portugal entre 1932 et 1970. Il a eu ce souci d'organiser l'État selon ses principes du catholicisme social. Et il a eu ce souci, tant qu'il était à la tête de son État, de le préserver des influences anglo-saxonnes, de le préserver de la haute finance, de le préserver du cosmopolitisme, de le préserver du matérialisme. Et il tentait d'enseigner à son peuple qu'il était préférable de vivre comme un petit paysan, avec son champ, avec de quoi nourrir sa femme et ses enfants, que de voir arriver la télévision, les grandes entreprises, les appartements façon hollywoodien, les restaurants étoilés, les agences de tourisme, les grands hôtels et les piscines, et de perdre son âme. Et quand Salazar a dû, pour des raisons de santé, abandonner le pouvoir, son successeur a rapidement été balayé par une révolution qui est très comparable à celle que l'on a pu observer ces dernières années, et le matérialisme s'est engouffré à toute vitesse. Et on voit bien, à travers cet exemple, ce combat, ce bras de fer qui existe entre l'enracinement. Et pour moi, l'enracinement, c'est un triptyque. Dieu, famille, patrie. Et cette vision mondialiste, ce nomadisme, cette gouvernance mondiale qui veut, à la façon dont Jacques Attali l'a déjà largement explicité, nous réduire à des consommateurs. Tant que nous consommons ou que nous participons au système de production des multinationales, eh bien, nous sommes tolérés pour autant que nous ne pensons pas mal. Mais si nous cessons d'être en mesure de consommer ou de participer à l'appareil productif, alors, comme l'a expliqué Attali, vient le temps de l'euthanasie économique. Le capitalisme sans borne, le capitalisme dans sa version la plus débridée, telle que voulue par les officines du mondialisme, c'est cela. C'est le bébé éprouvette, c'est l'homme esclave, et c'est l'euthanasie en bout de course, quand vous n'êtes plus ni consommateur, ni producteur. Je suis persuadé, et votre présence nombreuse ici en témoigne, que tout n'est pas perdu, même si en face, ils ont l'impression qu'ils ont gagné la partie. Je suis persuadé qu'en face de nous, nous avons un colosse, mais ce colosse a des pieds d'argile. Le réel peut toujours s'imposer. L'ennemi diabolique que nous avons en face de nous peut être vaincu. Mais pour cela, ça signifie qu'il faut couper nos chaînes, nous libérer de ceux qui nous manipulent du matin au soir, qu'il faut revenir au réel, et la France rurale, j'en suis persuadé, en est l'un des moyens. Je vous invite vraiment à y penser. Alors, un dernier mot, Civitas a choisi ces jours-ci de se présenter en tant que parti politique, et je veux
d'emblée vous dire à quel point je ne viens pas ici pour quémander vos voix, parce que nous ne sommes évidemment pas dupes du système politique tel qu'il existe aujourd'hui. Mais par contre, nous voulons saisir cette opportunité pour porter une parole de vérité, pour parler au nom du pays réel, pour mettre en garde ce pays réel, tant à l'égard de cette gauche internationaliste et apatride que de cette droite cosmopolite dont les seules valeurs sont boursières. Pour mettre en garde ce pays réel contre les banksters, contre cette finance, contre ces usuriers, contre ces spéculateurs qui tentent d'organiser le chaos, qui tentent d'organiser la guerre civile, qui tentent de nous imposer cette gouvernance mondiale. Et je salue en cela, avec Alain Soral à mes côtés aujourd'hui, toute la convergence qui doit être possible entre tous ceux qui veulent participer à la mise en place d'une dissidence durable, organisée, structurée, qui doit vaincre la bête que représente la gouvernance mondiale, le nouvel ordre mondial qui veut nous écraser. Merci de votre attention.